Bonsoir, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité ce soir, le colosse au pied d'argile de passage à Tahiti, Sébastien Boey, ex-rugbyman, parcourt le monde pour témoigner et briser le silence. Victime d'un pédophile durant son adolescence, l'homme affirme avoir entendu en Polynésie les pires témoignages depuis 6 ans. Les métiers de l'aéronautique s'exposent le temps d'un forum à la présidence. Parce qu'il n'y a pas que des pilotes ou des hôtesses dans un aéroport, les organisateurs ont souhaité présenter tous les emplois qui touchent de près ou de loin à l'aviation. Les contrôles antidopage sur la course à Waikinuiva sont-ils réalisés en toute légalité? Non, répond l'un des 3 rameurs contrôlés positifs dernièrement. Il conteste aujourd'hui sa sanction et assure avoir consommé un sirop pour la toux. Du sport, il en sera question dans notre page spéciale avec David Chang. On parlera boxe, entre autres, avec la victoire d'Alitea Putoa hier soir à Fatawa. Et puis elle a pris fin aujourd'hui. La Convention internationale du tatouage a fait couler beaucoup d'encre durant 3 jours. Ce soir, place à l'élection de Miss et Mister Tatao, une première du genre en Polynésie, présidée par le fondateur du concours, Ink France. Et nous ferons un bilan de cet événement avec Philippe Okara, le vice-président de l'association Polynésia Tatao, sera en direct dans ce journal. C'est un passé douloureux qui lui permet aujourd'hui d'aider des milliers de jeunes victimes d'abus sexuels. Sébastien Boey, ancien joueur de rugby de haut niveau, a vécu une adolescence violée. Après avoir obtenu réparation judiciaire, il consacre sa vie à aider d'autres victimes à briser le silence. Ce matin, il rencontrait les jeunes filles du Bon Pasteur, elles aussi meurtries par la vie. Thierry Stampfler, Florence O'Kelly. Il possède la carrure du rugbyman de haut niveau qu'il fut, mais Sébastien a été longtemps un colosse au pied d'argile. Victime de viol pendant des années, il a réussi après 16 ans de silence à parler de ses agressions et obtenu la condamnation de son violeur devant un tribunal. On ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Cette phrase en dit long sur sa vie depuis. Il a créé une association intitulée justement Colosse au pied d'argile afin de libérer la parole des victimes. Il donne plus de 200 conférences par an dans des établissements scolaires, des clubs de sport et même depuis peu dans les prisons. Et ce qu'il a constaté depuis son arrivée en Polynésie mérite d'être entendu. Plus d'une semaine que je suis arrivé, les témoignages que j'ai reçus, c'est les pires que j'ai reçus en 6 ans. Et j'en ai reçu plus de 3600 en métropole. Et alors j'ai fait les Antilles, j'ai fait la Réunion, et là malheureusement vraiment il y a un contexte incestueux quand même dans les familles, et après il y a beaucoup de victimes qui sont dans le silence malheureusement, et donc on est là aussi pour libérer les paroles et les accompagner avec des associations comme la page qui existe déjà ici. Des violences sexuelles, par exemple dans ma famille, ma grand-mère, ma maman, et ils ont tous subi ça, et ça m'aide de plus en plus à pouvoir les parler, comment dire, qu'est-ce qu'il faut dire, à faire en sorte qu'ils puissent avancer et ne pas rester sur cette violence qu'ils ont subie. Dans les locaux du Bon Pasteur qui accueille 21 jeunes femmes placées loin de leur famille par les autorités judiciaires, il avait devant lui un auditoire totalement concerné et qui n'a pas hésité à lui poser de multiples questions. C'est tellement improbable qu'un homme puisse discuter de ces choses-là, que ces filles-là ont pu aussi libérer la parole en elles, et c'est ce que nous avons vu. C'est sûr que depuis plus de 20 ans que nous sommes dans le métier, nous pouvons constater qu'il y a une dégradation au fur et à mesure du temps. Mais c'est sûr aussi que par rapport aux différentes années qui nous ont précédées, la parole s'est libérée petit à petit par rapport à la population en fait. Les échanges entre ces filles meurtries et l'ex-rugbyman revenu de loin ont été intenses et émouvants, avec l'espoir que l'impunité et le silence ne soient bientôt plus la règle. Sébastien Boey s'est également rendu au centre pénitentiaire de Papeari où il a rencontré une quinzaine de prédateurs sexuels, comme il les appelle. On prend un peu de hauteur avec ce forum des métiers de l'aéronautique. Il avait lieu à la présidence aujourd'hui parce qu'il n'y a pas que les pilotes ou les PNC. Les organisateurs ont souhaité proposer un large éventail de possibilités au public, des carrières qui intéressent de plus en plus les jeunes Polynésiens. Mario Leroy, Patita Savea. Pilote d'avion de chasse, ça m'a beaucoup plu. Pilote de chasse, mais également météorologiste, aiguilleur du ciel, steward ou encore pompier.
Tous les emplois qui touchent de près ou de loin à l'aviation sont présentés. Nos différents intervenants, qui sont bien sûr l'armée de l'air, la marine nationale, nos compagnies aériennes, nos écoles aussi, pour ceux qui veulent peut-être se renseigner comment devenir pilote, quelles sont les portes à ouvrir pour justement accéder à ce métier-là. Un renseignement sur le métier souhaité, sur les possibilités et le parcours à faire pour y arriver. Seuls ou accompagnés des parents, les jeunes ont trouvé ce qui les intéressait. Ouais, c'est pas mal. Il y a tous les acteurs principaux de la plateforme polynésienne et c'est pas mal intéressant comparé à ce que j'ai pu voir en France. Il y a quand même ma marche supporter ici. Je viens me renseigner justement à propos des métiers de l'aviation et plus précisément par rapport au métier de steward. Ça s'est bien passé. J'ai été voir les métiers de la sécurité de l'aéroport. J'ai été voir ce qu'ils font à l'armée de l'air et tout. Le bon exemple, ce soir, j'ai 5 Polynésiens qui prennent l'avion à l'aéroport. Je les accompagne également à l'aéroport. Ils partent et ils vont signer en arrivant en métropole un contrat à durée déterminée. Entre 4 et 6 ans, tout va dépendre du statut du métier. Mais ils vont avoir la possibilité de revenir après ce premier contrat au Fénois avec de l'expérience professionnelle additionnés qui vont avoir acquis au niveau de l'armée de l'air et un niveau de responsabilité puisque l'armée de l'air va faire confiance à ces jeunes Polynésiens. Et pour les plus jeunes, à partir de 12 ans, l'association Pôle Aéronautique dispense des cours aux collégiens et lycéens pour obtenir le BIA, le brevet d'initiation aéronautique. C'est vraiment un tronc commun de connaissances. C'est des connaissances qu'on partage dans l'aéronautique, qu'on soit hôtesse de l'air, pilote, mécanicien ou personnel au sol. On partage tous le même commun, les mêmes connaissances et c'est ce que fait le BIA. Donc c'est en même temps des connaissances sur l'aéronautique, donc on a de la météo, de la navigation, mais on a aussi de l'histoire, de la culture, du spatial, parce qu'en ce moment tout le monde en parle du spatial. Donc dans le BIA, il y a vraiment tout ça. Côté sécurité, les pompiers de l'aéroport avaient déployé les grands moyens. Après les airs, la mer, quelle garantie sur les contrôles antidopage de la Fédération de Va'a? Souvenez-vous, 3 rameurs étaient contrôlés positifs lors de la dernière édition de la Waikinui, 2 au cannabis, 1 à la morphine. C'est ce dernier qui conteste aujourd'hui sa sanction et remet en cause la légalité des tests. Il assure avoir pris un sirop pour l'atout autorisé par les agences antidopage. Lucille Guichet-Tirao, Sandroli. Après la deuxième étape de la Waikinui, Jean Vong est contrôlé positif à la morphine. Exclu de la course, la fédération de Va'a le suspend pour 1 an. Pour ce rameur vétéran, la sanction est injuste. Il assure que cette quantité de morphine provient du biocalyptol, un sirop contre la toux prescrit par son médecin et autorisé par les agences antidopage. C'est trop actif, il se base sur les premiers tests, alors qu'on peut toujours se dire attention. C'est peut-être pas fiable, il faut peut-être revoir non, tout de suite toute sanction. Pas des personnes, même pas habilitées, comme Tonté le dit, habilitées à me donner des sanctions. Et ça, c'est très grave, très grave, quoi. Pour une équipe, ça détruit tout. Car pour ce médecin du sport, le test en lui-même pose problème. Réalisé en dehors du cadre de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, ce test serait davantage préventif, mais ne peut en aucun cas sanctionner un rameur. C'est pas fait par des gens donc habilités et accrédités par l'AMA, qui elle gère toutes les structures antidopage, dont une structure existe en Polynésie d'ailleurs. Et c'était à elle de faire ces tests antidopage. De leur côté, ni la Fédération tahitienne de Va'a, ni le comité organisateur ne souhaitent pour le moment s'exprimer. Je ne souhaite pas commenter véritablement le fond de l'affaire, puisque c'est une affaire qui est en cours, et donc je suis respectueux des choses. Le test réalisé lors de la Waikinui ciblait 5 produits, dont le paca et l'ice, mais pas les corticoïdes ni les anabolisants, produits dopants totalement interdits dans les compétitions internationales. Et on ne quitte pas la compétition puisque c'est l'heure de notre journal du sport.
On commence tout de suite par une bonne nouvelle. David Chang, bonsoir. Bonsoir. Pour notre combattante MMA locale Flor Hani. Elle était ce soir en Californie, Caroline, à Bakersfield pour un combat contre une pointure de la discipline, Kat Solonzaro. Et elle a remporté ce combat à l'unanimité des juges, unanimité sur les 3 rounds. La spécificité ici, c'est que le combat s'est fait sur un ring et non pas dans la traditionnelle cage, car c'était une soirée mixte MMA et boxe. C'était le 3e combat de l'année pour Hani Flor. Elle avait suivi une préparation de 6 semaines pour être au poids. David, les finales de championnat de boxe Open, elles ont eu lieu hier soir à Ottawa avec des combats plutôt impressionnants. Notamment celui qui opposait Teiki Maroto et Aritea Putoa, 2 mastodontes de plus de 91 kg, donc poids super lourd. C'est Aritea qui l'emporte, les résumés avec les images de Hiro Tirurutua. Teiki Maroto, multiple champion de Polynésie en rouge contre Aritea Putoa qui évolue aussi à l'international. Entre les deux super lourds, la différence de poids est conséquente. Les coups sont vifs, mais la fatigue se fait sentir du côté du point rouge. Au 3e round, Aritea transperce la garde de son adversaire à plusieurs reprises. Le combat se termine sur la victoire du coin bleu au point. C'est le 2e titre consécutif de Aritea face à un adversaire qu'il connaît bien. J'ai encore du chemin à faire et je dois encore me surpasser pour les prochains combats. C'est un combat difficile quand même ce soir? Ouais, c'est quand même assez difficile vu son gabarit et son poids. Et j'ai remarqué aussi qu'il avait augmenté aussi en puissance. C'est un peu plus lourd ses coups. Donc j'ai dû esquiver de temps en temps et faire des bons blocages, des bons blocages. Objectif atteint pour Teiki. Il voulait au moins terminer ce combat. Maintenant, retour à la préparation. Le 26 novembre et le 29 novembre, on aura notre soirée à Mid-Boxing Club qui se déroulera la première soirée à Veirao. Donc les Thaïsiens vont pouvoir se confronter à une délégation française. Donc on va dire que c'est un objectif de groupe et je ne serai pas derrière mon président, enfin mon entraîneur et mon club. Dans la catégorie des moins de 91 kg, Fabrice Liard du club Amin au gant rouge affrontait Panihau Kapikura du TT5. Panihau l'emporte au point. Il avait été disqualifié pour défaut d'examen médical après avoir combattu l'an dernier. C'est un combat difficile ce soir? Plutôt le premier combat parce que c'est la 2e fois que je me bats avec lui. Ouais, parce qu'en novice, j'ai boxé avec lui en finale, du coup j'ai perdu. C'est une belle revanche ce soir. Oui, c'est vraiment une belle revanche du coach, il est vraiment connu. Voilà. Il fallait s'attendre à un retour pour sa revanche. Un peu déçu, mais c'était plus pour le fun que j'ai fait cette compétition, pour me préparer pour les compétitions de Muay Thai qui arrivent en fin novembre. Chez les moins de 69 kg, Logan Tara remporte le titre contre Brendan Delapina. Pour les moins de 51 kg, Nicky Cummings gagne contre Raihei Teamo. Direction Teahupo maintenant, Caroline, pour parler des Jeux Olympiques de surf de 2024. Vous savez, on ne connaît pas encore le spot de surf qui va accueillir la discipline. Et j'ai une bonne nouvelle, Tahiti semble avoir une longueur d'avance sur la concurrence. Tout indique que les épreuves de surf se disputeront dans les eaux polynésiennes. C'est la presse spécialisée qui le dit. On attend la décision avant la fin de l'année. Le CIO devrait la donner au plus tard, au premier semestre 2021. Et c'est Tony Estanguet, le président du comité d'organisation, qui aura le dernier mot. Et bien sûr, on vous tiendra au courant. On parle football. C'est le 16 novembre que l'AS Vénus affrontera à domicile le Racing Besançon. Ce sera dans le cadre de la Coupe de France. Le club byzantin, plus que centenaire, évolue en National 3 depuis 2014. Actuellement 6e de leur championnat. Les joueurs sont sur une dynamique de victoire. Ils entendent bien surfer sur cette vague de succès à Tahiti. À 330 km de Paris à vol d'oiseau, la ville de Besançon et son stade emblématique de 11 000 places, équipé d'une nouvelle pelouse en cours d'enracinement. Ce stade Léo Lagrange, c'est un peu un stade mythique parce que voilà, il a connu tellement de belles journées de Ligue 2 avec le haut du classement de la Ligue 2. Voilà, il a fait vibrer la ville de Besançon et le Racing a été le club qui a fait vibrer ce stade. Les 398 licenciés sportifs du Racing Besançon s'entraînent au complexe de la Malcombe. Le club de la capitale comtoise dispose d'un budget annuel de 750 000 €. 60% de cette somme est affectée à l'école de foot, labellisée Jeune Élite 2017-2020.
Former des jeunes, c'est bien. On essaye de les amener au plus haut niveau pour qu'ils aillent chercher notre équipe de National 3 et peut-être plus tard. Et puis par contre, d'autres joueurs sont repérés par les clubs professionnels qui sont autour de Besançon, comme le DFCO, le Dijon, et puis le FC Sochaux. Et on a eu l'exemple récemment de Lucien Aboumé, passé par le Racing Besançon, repéré par Sochaux, et qui aujourd'hui a signé à l'Inter de Milan. Ancien joueur de Ligue 2 formé par le club bisontin, Jean-Marc Trinita, l'entraîneur de l'équipe première depuis le mois de février, a eu pour mission de sauver le groupe de la relégation. Depuis, le Racing Besançon a réalisé un bon début de saison et se classe à la 6e place du championnat de National 3. L'objectif de Besançon, c'est de quitter ce National 3, où on reste englué depuis de trop nombreuses saisons, et retrouver un peu le lustre d'antan. Je rappelle quand même que Besançon a été pendant 40 années au niveau professionnel en Ligue 2. Le capitaine est confiant pour le 7e tour de la Coupe de France face à l'AS Vénus. On s'attend à un match compliqué comme en Coupe de France. On va découvrir un environnement qu'on ne connaît pas. Sans doute différentes caractéristiques, peut-être une équipe athlétique, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Ça va être la découverte, mais bon, ça va être un match de foot, hein, deux équipes qui vont vouloir se qualifier, donc on espère sortir vainqueur de ce duel. Rendez-vous à Tahiti le 16 novembre. Du sport pour la santé avec ces employés de la commune de Haroué qui organisaient les intercommunales au stade municipal. Plus de 500 agents et élus communaux se sont retrouvés autour d'activités sportives. Le but, renforcer les liens entre agents communaux. On écoute Antonio Fèvre, président de l'amicale des employés de la commune de Haroué. Il nous décrit les activités qui étaient prévues aujourd'hui. Il y a le VA, je pense que vous avez sur le moto. Il y a le VA et la pétanque sur le moto. Et ici, ça a débuté le cross-training, il y a le bubble foot côté montagne et le volleyball derrière nous. C'est une journée familiale, quoi. Tous les employés communaux, ça serre un peu les liens, quoi. Pas toujours au travail, on s'envoie des mails, mais on ne se connaît jamais. Hein. Et on termine avec ce grand événement qui se passe sur l'île de Wainé-Daville, le Toamoa. Ce grand festival culturel et sportif, c'est la 10e édition cette année. 1500 personnes des îles voisines ont fait le déplacement avec des disciplines populaires comme le futsal, le volleyball, mais aussi une compétition de bras de fer. Regardez, la victoire réside essentiellement dans la position du poignet. Ils étaient plus d'une vingtaine à s'affronter. Et voilà pour l'essentiel du sport ce soir, Caroline. Notez également demain le triathlon des îles. C'est à partir de 8h30 au parc Aureitinho. Il y aura des athlètes de Tonga, Samoa ou encore Fidji. Merci beaucoup David Chang. On vous retrouve bien sûr demain soir. Troisième et dernier jour aujourd'hui pour profiter du savoir-faire des tatoueurs de la Convention internationale de Punaouia, les professionnels de Tahiti et des îles, mais aussi une dizaine d'étrangers de Nouvelle-Zélande, Samoa ou du Canada participaient cette année à l'événement. Je vous propose de faire le bilan avec notre invité en direct de Punaouia, Philippe Okara. Bonsoir. Bonsoir Philippe, vous m'entendez ? Oui. Alors Philippe, comment se sont déroulés ces 3 jours de convention ? Nous avons un petit problème de liaison avec Philippe Okara. Aujourd'hui, ce soir, on a l'élection qui commence et c'est pas fini. Il y a la soirée encore avec le concert et tout. Voilà, l'élection de Miss et Mister Tatao, c'est ce soir donc à Punaouia, à l'hôtel Tahiti Yaora. On applaudit Jean-Pierre, s'il vous plaît. Philippe, est-ce que cette élection, c'est une première ? Comment est-ce qu'elle est organisée, cette élection, ce soir ? Il y a beaucoup de candidats ? Voilà, nous avons des petits problèmes de liaison avec Philippe Okara. Donc, je vous le disais, cette élection de Miss et Mister Tatao a lieu ce soir pour la première fois. Et la convention sera réitérée l'année prochaine.
Après le succès des 5 premières éditions, la Nuit des Talents, 6e du nom, n'a pas démérité. Une soirée dédiée à l'initiative et à la créativité des jeunes artistes polynésiens et un tremplin pour tous ceux qui méritent de monter sur la scène mythique de Toata. C'est aussi l'occasion pour certains de se faire remarquer par des producteurs du Fénois. Je vous propose d'écouter quelques intervenants interrogés par Sandro Lee. La danse de K-pop. On a fait ça pour les amis, pour vous. Et c'est quoi le K-pop? La K-pop, c'est une danse coréenne. Voilà, voilà, qui est plus connue sur... tout le monde connaît les BTS, les Blackpink, les EXO, les Montae. C'est ces groupes-là qui font plutôt de la K-pop coréenne. Moi, je m'appelle Heriani. Moi, Lorita, et nous sommes les MH4U. Sarangé, l'avion. On appelle ça des Tao, des enchaînements de mouvements, de démonstration. Donc alors un à main nue et un au bâton. Puis j'ai fait du Qigong dur, c'est-à-dire que j'ai cassé une barre de fer sur ma tête. J'ai cassé des bâtons aussi avec les membres de mon corps. Sacré talent. Avant de conclure, une information à retenir. Ce soir, le fondateur de l'association Colosse au pied d'argile visitait ce matin le foyer du Bon Pasteur. L'ex-rugbyman victime d'un pédophile dans son adolescence parcourt le monde pour briser le silence sur ce fléau qui touche aussi la jeunesse polynésienne. Fin de ce journal. Merci d'être resté avec nous. Je vous retrouve demain avec plaisir. Très belle soirée. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.